Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la résilience de nos plateformes et de nos applications. Je m'appelle Pascal Martin, je suis Principal Engineer chez Bedrock Streaming, je suis aussi à Double Zero. On développe une plateforme de VOD et de replay que nous vendons en marque blanche à nos clients, des broadcasters européens. Et en France, notre plateforme propulse notamment M6+. Et des entreprises comme Amazon ont ce qu'ils appellent des leadership principles. Bien chez Bedrock, nous avons ce que nous appelons des valeurs. Et la première est toute particulièrement intéressante pour nos clients, peut-être vous. Notre objectif est de toujours créer la meilleure expérience de streaming mesurable pour nos clients. Et j'aime aussi beaucoup la seconde, qui plaît beaucoup à nos équipes de développement en interne, qui dit l'innovation et les fonctionnalités sont géniales, mais seulement si elles sont extrêmement solides. Et c'est un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. Cela dit, on vit aussi dans un monde où Werner Vogels, le CTO d'Amazon, donc quand même une très grande entreprise, dit fréquemment « tout échoue tout le temps ». « Everything fails all the time ». Quand il dit ça, c'est pas facile de faire rock solide. Et c'est là que la résilience entre en jeu. Et la résilience, eh bien, c'est l'histoire de la panne qui n'a pas eu lieu. En 2019, j'étais sur scène, ici même, enfin dans un autre hôtel, mais sur scène quand même, au forum PHP. Vous en souvenez peut-être, c'est la conférence où j'ai montré cette map monde, et elle a dû marquer les esprits parce qu'on m'en parle encore de temps en temps depuis 2019. C'est aussi la conférence où je parlais d'un déploiement de l'application A qui inclut un bug dont la conséquence est la chute de notre plateforme entière. Et puis je disais aussi, et oh, mon adorable Bucket qui était encore un chaton, pardon, je disais que quand une application explose, son impact sur les autres applications autour d'elle correspond à ce qu'on appelle son blast radius, son rayon d'explosion. Plus le blast radius d'une application est réduit, moins une panne va impacter ses autres applications. Tout échoue tout le temps, et si nous voulons répondre aux attentes de nos clients, de nos utilisateurs, le blast radius de chacun des composants de notre plateforme ne peut pas être la plateforme entière. J'ai aussi parlé comme idée de solution potentielle, parmi d'autres, de dégradation gracieuse. Et je prenais l'exemple d'un site de presse, c'est moi qui ai dessiné. Quand un bloc ne peut pas être généré sur un site de presse, eh bien n'affichons pas ce bloc. C'est vachement mieux pour les utilisateurs que de planter totalement le site, quand même. Et puis je parlais aussi de microservices, en bas, versus monolithes distribués, en haut. Les services doivent communiquer de manière asynchrone, souvent par le biais de fils de messages, et pas dépendre fortement les uns des autres. Plusieurs années plus tard, je suppose que vous avez bien travaillé. Vous avez réduit les timeouts, vous faites moins de retries, vous avez découplé une partie de vos services, et puis vous avez mis en place des comportements dégradés. Et pourtant, vous n'êtes peut-être pas encore au niveau que vous souhaitiez. Alors déjà, je vous rassure, vous êtes super exigeant. Mais ça tombe bien, on va voir quelques patterns avancés pour améliorer encore plus la résilience de nos applications. Premier pattern, on va parler de deux idées. On va commencer avec de l'utilisation d'aléatoires. Et on va se concentrer sur les arrivées. La première requête que fait un client à votre API, par exemple. Et la problématique qu'on va prendre, c'est la machine à café au matin, quoi, le matin au bureau. C'est pas aussi paradisiaque, ça ressemble pas non plus tout à fait à ça, mais faisons comme si ça ressemblait à ça. 9h du matin, la machine à café, quelqu'un arrive, veut prendre son café du matin. Mais il est 9h et cette personne n'est pas toute seule, une équipe entière arrive à la machine à café. La première personne obtient son café, s'en va, la deuxième personne avance, obtient son café, s'en va, la troisième personne, qui a fait la queue pendant longtemps déjà, mais ça y est, elle a son café, et la quatrième, qui était complètement en manque, obtient son café. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne à la machine à café, et la machine à café ne sert plus à rien, quoi. Alors qu'on continue à la payer, on continue à payer l'électricité qui la maintient allumée. L'heure tourne. 9h15. Une équipe sort de morning meeting, et boum, à nouveau, plein de monde fait la queue. Vous connaissez le truc, la première personne a son café, la deuxième avance, elle a son café, la troisième. Il faut que je clique à chaque fois, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour montrer à quel point il est difficile d'être au bout de la queue. Je m'en souviens à chaque fois que je clique, c'est dur d'attendre le café du matin. Mais à nouveau, au bout d'un moment, plus personne n'attend à la machine à café, qui ne fait rien, on gaspille la machine à café. L'heure tourne, 9h30, à nouveau, des équipes sortent de morning meeting, viennent faire la queue à la machine à café, alors qu'elle était totalement libre quelques instants plus tôt. Je m'arrête là. On a servi 9 cafés pendant cet intervalle de temps. Alors, vous l'aurez sans doute compris, la machine à café, c'est votre API,
Et prendre un café, c'est envoyer des requêtes sur cette API. La problématique qu'on a, c'est que tous les membres d'une équipe arrivent en même temps. Et ça empire bien les choses. Et cette corrélation, elle n'est pas fictive, on la retrouve dans nos applications. Vous vous souvenez peut-être, il y a 15, 20 ans, quelque chose comme ça, le 1er janvier, quand vous vouliez envoyer un SMS à minuit pour souhaiter la bonne année à tout le monde, c'était la galère, il fallait s'y prendre à 23h55, ou attendre le lendemain et se faire insulter parce qu'on n'était pas le premier à envoyer des messages. C'est pareil sur une plateforme de vidéo qui diffuse des matchs de football, quelque chose que je connais assez bien. Au début du match, beaucoup de monde arrive pour voir le match. Ou encore plus fun, au moment où il y a des cris dans la rue, et tout le monde sort son téléphone et va revoir le but en replay. Ça fait des sacrés pics d'arrivée sur des plateformes. En commerce, physique ou en ligne, le début des soldes, c'est énormément de monde qui arrive sur votre plateforme. Et puis si votre plateforme s'est écroulée, eh bien après une coupure, tous les clients qui réessayaient encore et encore et encore et encore en faisant F5, eh bien à un moment ils vont réussir à joindre votre serveur avant que peut-être il ne s'écroule sous la charge à nouveau. Comment on s'en sort? Eh bien peut-être qu'on s'en sortirait en étalant les requêtes dans le temps. Donc on vient à la machine à café à 9h, puis on va réfléchir un petit peu différemment. On a une personne qui arrive, qui obtient son café. On a une autre personne plus tard qui arrive, qui obtient son café. Et puis là, on a deux personnes qui arrivent. La première obtient rapidement son café, alors que la deuxième attend un petit peu avant d'obtenir son café. Et puis là, une nouvelle personne, elle obtient son café. Une nouvelle personne, elle obtient son café. Encore une autre, vivement 9h30. À nouveau, deux personnes qui arrivent au même moment. La première a son café, la deuxième attend un peu, c'est normal, elle a son café. Après ça, on a une nouvelle personne, et ainsi de suite, une autre personne. Encore une autre, il en reste plus que deux, et ça y est, c'est 9h30, vous commencez à connaître la musique, on va arrêter là. Et si vous avez compté, sur le même intervalle de temps, on a servi 12 cafés, au lieu de 9 tout à l'heure. C'est vachement plus efficace. Hélas, se coordonner pour ne pas tous arriver en même temps, ce n'est pas facile. Au point même que dans un contexte comme nos API, des clients qui envoient des requêtes sur nos API, les clients ils ne peuvent pas se coordonner pour envoyer leurs requêtes à tour de rôle. Comment on fait? Eh bien, peut-être que juste introduire un petit peu d'aléatoire et aller au café un peu quand on veut, plutôt que par équipe entière, ça serait une approche pas si mauvaise. Après tout, avec un générateur aléatoire, ça va lisser un petit peu les arrivées. Et pareil pour les clients qui veulent envoyer des requêtes. Oui, ok, on a très peu, voire pas du tout, de contrôle sur la première requête. On veut bien sûr répondre aux clients le plus rapidement possible. Donc c'est pas trop sur celle-ci qu'on va introduire de l'aléatoire. Par contre, introduire de l'aléatoire, du random jitter, un peu de clignotement aléatoire, c'est pas que pour les arrivées, c'est aussi pour les retries, pour les retentatives. Donc reprenons avec une problématique. Machine à café, je la déplace un peu sur l'écran, il est 9h, une équipe arrive au café. La première personne obtient son café, les autres en ont marre d'attendre et partent en time-out. Pouf, tout le monde est parti. Toutes ces personnes qui n'ont pas eu leur café réessayent quelques minutes plus tard, donc elles arrivent toutes à nouveau à la machine à café. Le premier obtient son café, les autres partent en time-out. Retentative quelques minutes plus tard, et j'ai fait beaucoup trop de personnes sur cette animation, mais vous connaissez à connaître la chanson, et ça tombe bien, c'est la fin de l'animation. En fait, les retries, c'est pas génial quand tout le monde réessaye en même temps. Et ce en même temps, ça se traduit assez souvent par après le même délai, après le premier échec. Dommage. Essayons une solution possible. Donc, comme tout à l'heure, 9h, une équipe arrive au café. Le premier obtient son café et s'en va, les autres partent en time-out. On a dit qu'on n'avait pas de contrôle sur la première arrivée. Mais là, on a un des collègues qui réessaye quelques minutes plus tard, et il a son café. On a un autre collègue qui réessaye quelques minutes plus tard, et qui a son café. Puis un autre collègue quelques minutes plus tard, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier collègue qui arrive un petit peu plus tard. Et ça y est, tout le monde est content. Personne n'a fait la queue 4 fois ou 5 fois. Donc réessayer, c'est bien. Quand on les essaye dans le temps, avec un étalement peut-être un petit peu aléatoire, on voit que c'est encore bien mieux. Et bien ce qu'on vient de faire, c'est ne pas régler tous nos problèmes encore. Voyons autre chose. 9h du matin, vous arrivez à la machine à café. Et là, scénario cauchemardesque, la machine à café est en panne. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous en allez,
Et vous revenez 5 minutes après pour voir s'il y a à nouveau une machine à café qui marche, et puis 5 minutes après, puis 5 minutes après, et puis 5 minutes après, et puis 5 minutes après. Enfin, on peut continuer comme ça, on va y passer toute la journée. Non, la conséquence, c'est qu'on perd un temps de folie, on consomme des ressources, on marche jusqu'à la machine à café, encore et encore, et puis en plus, on ne fait quand même pas ce qu'on devrait faire quand on est au bureau, qui est travailler, quoi. Donc cette approche, elle n'est pas super efficace, et vos collègues vont vous détester. Donc solution, attendre de plus en plus longtemps. On reprend. 9 heures. On arrive à la machine à café. On voit qu'elle est en panne. Au lieu de s'en aller tout de suite, on peut peut-être attendre un petit peu devant la machine à café. Peut-être elle va revenir magiquement, peut-être la débrancher, la rebrancher, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, elle n'a pas marché, tant pis, on s'en va. Et au lieu de revenir 5 minutes après, on attend par exemple un quart d'heure. Et puis après, on attend 1 heure. Et puis après, on revient l'après-midi. Au bout d'un moment, on revient même, je ne sais pas, le lendemain. Et puis là, vous l'avez compris, quoi, la machine à café, elle est morte, donc amenez votre thermos de café. Et puis vous réessayerez le surlendemain, le jour d'après, la semaine d'après, une autre semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard. Ça ne sert à rien de réessayer toutes les 5 minutes, quoi, la machine, elle est morte. Résignez-vous. Donc on va caper l'augmentation du délai à 1 semaine. Ou même, on va complètement arrêter de revenir à la machine à café, et puis on va attendre le message Slack un petit peu salvateur qui nous dit « La machine à café est réparée » sous un tonnerre d'applaudissements. Et bien ce qu'on vient de faire, ça s'appelle de l'exponential back-off. Et oui, je n'ai pas tout à fait augmenté mon délai de manière exponentielle, quelque chose qu'on voudra peut-être faire sur nos API, mais je garde le nom, il transmet plutôt bien l'idée. Attention quand même, pour vos applications, consommer un processus pendant toute la vie juste pour attendre, il ne faut juste pas faire ça, quoi. Avec PHP FPM, vous consommez un processus à attendre, le processus ne fait rien d'autre. Un processus ne traite qu'une seule requête à la fois. Même avec une approche un peu plus légère, comme des go-routines par exemple, c'est pas magique. Vous ne pouvez pas consommer des machines entières juste à attendre. Donc non, à la place, stockez une information dans une queue, vous la dépilerez plus tard, en asynchrone. Et puis, quelques idées en plus. Eh bien, on risque de me contredire. Les retries, c'est pas génial, c'est un petit peu égoïste. Un client qui réessaye consomme plus de ressources serveurs pour augmenter ses chances à lui d'obtenir une réponse. Et c'est quelque chose qui est parfaitement acceptable quand les erreurs sont un petit peu rares ou temporaires, quand elles sont transientes. Par contre, c'est fatal quand les erreurs sont causées par une surcharge. En faisant des réessais, vous allez empirer cette surcharge. C'est la fin de votre plateforme, quoi. Et malheureusement, on l'a vu, il est impossible pour les clients de se coordonner pour arriver au bon nombre de réessais. Donc le conseil, c'est quoi? Eh bien, limitez les retries, ou même, juste en faites pas du tout, quoi. Échouez, faites une dégradation gracieuse. Une autre approche qui est assez sympa, travailler avec plusieurs queues. Une queue pour les requêtes des priorités normales, et une autre queue pour les messages de priorité haute, pour ce qui sert rarement mais qui est urgent. Bon, bien sûr, vous allez dire à vos clients, les messages dans la queue de priorité haute sont traités avant tous ceux de la queue de priorité normale. Vos clients vont tous s'engouffrer dans la queue de priorité haute en se disant « je vais passer avant tout le monde ». Au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher quoi, si tout le monde est dans la queue de priorité haute. Donc vous rajoutez une petite ligne en bas du contrat qui dise « et ces messages sont facturés 10 fois plus cher ». Ça limite beaucoup les abus. Et puis d'autres idées un petit peu en vrac, les crônes de 4 heures du matin. Vous savez, vous avez programmé un cron à 4 heures du matin. Le serveur, il foutait rien à cette heure-là. Et puis la ligne de cron a été copiée-collée, maintenant tous vos crons sont à 4 heures du matin, votre serveur s'écroule tous les nuits à 4 heures du matin. Je l'ai vu. Les durées de cache. Vous récupérez des données, vous les mettez en cache pendant 60 minutes. Et bien au bout de 60 minutes, toutes les entrées en cache expirent, vous tombez votre base de données. Mettez un petit peu d'aléatoire autour de 60 minutes, entre 55 et 65 minutes peut-être. Et puis on peut aller dans des trucs un peu fun, comme une fréquence aléatoire pour les jobs de maintenance. Par exemple, PHP FPM qui redémarre après un certain nombre de requêtes, mettez un nombre de requêtes différent sur chacun de vos serveurs. Ou les ressources disponibles, la memory limit dans PHP ou la limite mémoire dans Kubernetes. Si vous avez une fuite de mémoire de 1 kilooctet par requête, comme ça les processus ne seront pas tous tués en même temps. C'est une façon de tricher. Et puis d'autres trucs encore plus fun, encore plus surprenants peut-être, eh bien quand un message arrive dans la queue et qu'on voit que la queue est trop longue, on peut peut-être juste laisser tomber immédiatement et réessayer plus tard. Et c'est ce qu'on fait dans la vraie vie, quoi. Quand on va au restaurant ou quand on va au buffet le midi et qu'on voit une demi-heure de queue, on se dit je vais aller ailleurs, je vais discuter avec mes collègues et je reviendrai dans une demi-heure. Il y aura moins de queue. On va dans un autre restaurant. On peut aussi dépiler les messages récents en premier et se dire
les plus anciens partiront en timeout et réessayeront si c'était vraiment important. Ou alors, et celle-là je ne l'ai pas essayé, on peut dire que quand un nouveau message arrive, on l'insère à l'avant de la queue, et le message qui précédemment était à l'avant de la queue, on le déplace à la fin de la queue. Il y a des gens qui ont essayé, qui disent que dans certains cas, ça améliore des choses. Si vous essayez, envoyez-moi un message sur Blue Sky, je veux bien voir vos graphes, c'est intéressant. Cela dit, bien sûr, attention, quand on introduit de l'aléatoire, ou d'autres approches un petit peu surprenantes, ça va rendre le debugging plus difficile. Et en plus, les bugs seront plus difficiles à reproduire. Et j'adore les autruches quand je parle de bugs. C'est une tête trop sympa. Je vais peut-être vous faire peur avec ce titre, et j'espère que la citation de Warcraft 2 en bas compensera un peu, et c'est la deuxième fois où je montre mon âge pendant ce talk. La problématique qu'on va voir maintenant. On reprend tout à l'heure, on l'a vu dans le premier exemple qui parlait de machine à café. Les collègues arrivent par paquet à la machine à café, parce qu'ils sortent tous de morning meeting à la même heure, et ils font la queue. Et même si on aimerait étaler nos arrivées, dans la vraie vie, c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui arrive sur nos plateformes. Donc une solution, c'est le travail constant. Pas de panique, on vient sur du café après cette idée terrifiante, et pas celui-ci, plutôt mes schémas. Si on n'a pas la main sur les arrivées, groupées de nos collègues, on a peut-être la main sur la machine à café. Et si au lieu de préparer des cafés en fonction de la demande à chaque instant, on préparait des cafés en permanence, peut-être en fonction de la demande lissée. Comme ça, quand les collègues arrivent, des cafés les attendent déjà. C'est génial, quoi, il n'y a pas d'attente. Ils consomment leur café, ils s'en vont, tout le monde est satisfait. Bien sûr, si d'autres collègues arrivent à ce moment-là, quand il n'y a plus de café prêt sur la table, on passe dans le mode d'avant, on fait la queue, on attend, la deuxième personne avance, obtient son café et machin. Pareil pour celui-là qui n'a pas trop de chance. Mais au bout d'un moment, quand plus personne ne prenne des cafés dès qu'ils sortent de la machine à café, eh bien on recommence à se constituer un stock de café déjà prêt. On en a quelques-uns sur la table, et on peut les servir immédiatement aux prochaines personnes qui arrivent, sauf lui. Qu'est-ce qu'on a accompli avec ça? On a moins souvent de queue. On a moins de collègues qui font la queue. On n'a pas de moment où la machine à café est inutilisée. On n'a pas non plus de moment où la machine à café est plus utilisée. Bon, même si j'admets qu'avec mon algo un peu naïf, elle va tourner sans cesse. Et oui, dans tous mes exemples, j'enlève totalement la dimension sociale des collègues qui discutent en attendant leur café. Je me dis qu'une queue, c'est surtout des gens, des employés qui attendent à ne rien faire. Je fais des fois la queue à la machine à café moi-même, donc voilà. Tout de même, cette approche, elle marche bien dans la limite de capacité de la machine à café. Sinon, on l'a vu, on retourne à l'approche précédente. Donc c'est important de prévoir la bonne capacité pour votre machine à café, ou vos serveurs. Ça peut aussi coûter cher, on va jeter du café quand il est froid. Tristesse. Ou alors on a prévu, et on sait anticiper la demande variable. On a peut-être un mécanisme d'autoscaling sur votre API. J'en ai jamais vu sur la machine à café. Et si on revient sur nos applications, eh bien sur nos applications, la variabilité est un de nos plus gros challenges. Variabilité, ça va être face à un pic de trafic. On a plein de gens qui arrivent d'un coup, c'est pas ce qu'on a l'habitude le reste du temps. Variabilité, quand on scale, quand on démarre des nouveaux réplicas. Peut-être que ces réplicas ont des caches froids. On va avoir un comportement différent par rapport au nominal. Variabilité, quand on déploie une nouvelle fonctionnalité. Et moi aussi, j'étais développeur, je sais que quand on déploie une nouvelle fonctionnalité, on déploie aussi, des fois, des bugs. Variabilité, quand on subit une panne. Variabilité, quand on répond à un incident. Et la variabilité, c'est un moment de stress pour nos plateformes et aussi parfois pour nous. Quand on a plus de gens qui arrivent sur une plateforme, les traitements durent plus longtemps, et quand un système ralentit, les clients réessayent, et ça empire les choses. Et au bout d'un moment, peut-être, on va partir dans une spirale de la mort. Notre application, le tuyau bleu ici, notre application, elle sait gérer X requêtes par seconde. C'est notre objectif, notre SLO. En temps normal, on reçoit moins de requêtes par seconde que ça, et tout va bien. On n'a pas de requêtes qui sont dans une queue, l'application n'est pas surchargée. Ok, super. Mais si on a un pic de charge, eh bien on reçoit plus de requêtes que notre application ne sait en traiter. Et donc ces requêtes se retrouvent dans une queue. L'expérience utilisateur va être dégradée, et non, l'autoscaling n'est pas instantané de toute manière. Bien travailler les retraces, bien travailler le timeout, ça va aider notre plateforme à peut-être
qu'elle ne s'écroule pas totalement. Mais ça ne fait pas tout, ça n'empêche de toute façon pas les ralentissements ni les échecs. Une manière de réduire le risque, une manière de subir moins de ralentissements, une manière d'améliorer la stabilité, c'est de réduire la variabilité. Toujours faire la même chose, et dans la même quantité. Et pour une application web, pour une API, typiquement, ça peut vouloir dire ne pas faire varier la charge sur nos serveurs en fonction du nombre d'utilisateurs. Comment on fait? On reprend notre schéma, et on va essayer de travailler avec un lot de taille maximale possible. Donc on sait que le nombre de requêtes en entrée il est variable à tout instant, mais son maximum est connu. On a, mettons, 1 million d'utilisateurs, on n'aura pas plus d'1 million de personnes qui arrivent en même temps sur la plateforme. Donc on va construire un lot avec les requêtes de nos utilisateurs. Donc le lot se construit, on met les requêtes dedans, et si le lot n'est pas plein, on le complète avec des requêtes fictives. Et on obtient ainsi un lot de taille fixe, toujours X items. Et ce lot, on peut le traiter. Comme le lot fait toujours la même taille, on n'a pas de variabilité. On traite toujours le même nombre de requêtes par seconde, même si certaines de ces requêtes sont fictives. Et on sait donc, à chaque instant, qu'on peut gérer ce nombre de RPS. Alors bien sûr, face à une forte charge, mes collègues me disent très souvent « je vais ajouter du cache ». On a déjà parlé il y a 2 conférences de ça, du cache. Ils se disent « ouais, cette solution un petit peu magique là, qui optimise les performances, ça va aussi améliorer la résilience de leur application ». Eh bien, mon chaton se joint à moi. Non, le cache, ça ne réduit pas la variabilité. Au contraire, du cache, ça ajoute de la variabilité, puisqu'un cache introduit 2 modes. Un mode nominal, où la donnée est en cache et l'application répond rapidement, et un mode où la donnée n'est pas en cache et l'application répond plus lentement. Puis en plus, si le mécanisme de cache tombe en panne, et croyez-moi ça arrive, ça va causer des pannes en cascade avec le stockage primaire qui s'écroule à son cours. Donc le cache, ça introduit de la fragilité, notamment au moment où ils sont le plus nécessaires. Alors que pré-générer régulièrement ce qui doit l'être, c'est peut-être une bonne approche, quoi. Genre les bons vieux sites statiques, par exemple. Et dans la vraie vie, même sans forcément aller jusqu'à pré-générer, eh bien on peut rester dans une approche de travail constant. Et un exemple qui est documenté sur Internet, c'est la configuration des load balancers chez AWS. Les clients qui veulent modifier un load balancer vont dans une interface web, ils cliquent, ils font des trucs, ou alors ils font des appels d'API avec Terraform peut-être. Et si à chaque fois qu'un client fait une demande de modification de configuration d'un load balancer, si AWS faisait un workflow à ce moment-là, le travail ne serait pas constant. À des moments, il y a beaucoup de clients qui demandent des modifications, à d'autres moments, il y en a très peu. Donc à la place, AWS intègre ces demandes de modification dans un fichier, et donc sur S3. Et toutes les quelques secondes, les serveurs du plan de contrôle viennent lire ce fichier et agir en fonction de son contenu, même s'il y a 0 changement. Et le fichier fait toujours la taille maximale possible. Même quand AWS démarre une nouvelle région, un nouvel ensemble de data centers dans une nouvelle ville, et que cette région n'héberge que très peu de clients, qui ne modifient donc que très peu de load balancer, le fichier fait toujours la même taille, le plan de contrôle fait toujours le même nombre d'opérations à chaque instant. Et donc on sait que ça marche toujours. Bien sûr, c'est du boulot, ça change des choses, c'est une architecture différente de celle auxquelles on est habitué, et ça peut, ou non, répondre à nos besoins. Et puis comme beaucoup de choix d'architecture, c'est quand même plus facile d'y penser avant de commencer un projet que quand il est en production et qu'il ne tient pas la charge ou qu'il est instable. Et si on passait au 3e pattern, des architectures basées sur des cellules. Ok, problématique à nouveau, vous connaissez à me connaître, j'aime bien ma machine à café, donc on revient avec une machine à café. Et là, on va se placer dans un contexte d'une grosse entreprise avec des employés sur plusieurs étages, quoi. Et cette entreprise, dans sa générosité, a une énorme machine à café industrielle qui a un super débit. Par contre, il y en a une seule, pour tous les employés de l'entreprise. Donc si la machine à café tombe en panne, eh bien plus aucun café. Et de nombreux développeurs pas contents à tous les étages. Le blast radius de la machine à café, c'est quand même l'ensemble des étages de l'entreprise. Et puis l'impact sur la productivité et ce genre de choses. Ok, un petit peu dommage. Et
Et puis aussi, puisque la machine à café commune est au rez-de-chaussée, eh bien, il faut prendre un des 2 ascenseurs pour y aller. C'est quelque chose qui prend du temps, même si au bout d'un moment, on a notre café. On a une certaine latence pour aller jusqu'à la machine à café. Cela dit, si un des 2 ascenseurs est en panne, eh bien on a encore plus de risques de devoir attendre l'ascenseur. Il n'y en reste plus qu'un pour autant d'employés, quoi. La latence pour obtenir un café va probablement augmenter. Et ça va mener à une partie des employés mécontents dans les étages, et encore une fois, une baisse de productivité. Notre objectif, qu'est-ce que c'est? Notre objectif, c'est de réduire le blast radius, réduire le rayon d'explosion d'une API ou de la machine à café. Donc une application cassée, elle ne doit pas impacter les autres applications. Et un client cassé, on va dire, ne doit pas non plus impacter les autres clients. Et je suis volontairement vague quand je dis client. Un client qui a des problèmes, ça peut être un utilisateur, ça peut être un ensemble d'utilisateurs qui partagent une caractéristique, par exemple des utilisateurs dans une zone géographique, ou alors ça peut être, c'est quelque chose qui marche assez bien, un site en marque blanche parmi des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions. La solution, c'est de découper, d'isoler. Quelque chose qu'on a fait il y a quelques années. Donc une solution, ça peut être de revoir un petit peu notre schéma d'entreprise et de mettre une machine à café par étage, au lieu d'une énorme machine à café commune. Et oui, ça fait plus de machines à acheter, ça fait plus de machines à entretenir, mais elles peuvent aussi être plus petites que l'unique machine industrielle qu'on avait auparavant. Et puis si une machine à café d'un étage tombe en panne, eh bien on a encore 3 étages avec des employés satisfaits et opérationnels. C'est pas si mal. Et puis pour les employés de l'étage avec la machine à café en panne, eh bien elles peuvent se rendre dans les autres étages. Leur latence sera dégradée, parce qu'ils vont devoir prendre les ascenseurs, machin, mais ils auront quand même un café, quoi. Pour peu, attention, que les machines à café des autres étages soient dimensionnées un petit peu plus gros que nécessaire pour savoir absorber ce pic de trafic temporaire. Autrement dit, quand vous perdez un serveur, c'est bien d'avoir un petit peu de mou sur les autres serveurs pour savoir absorber la capacité du premier qui n'est plus là. Et puis un autre avantage, c'est la scalabilité. Et ce que disait Nathan tout à l'heure, c'est pas par rapport à la résilience, c'est par rapport à la scalabilité, qui est aussi un des sujets sur lesquels je travaille. Quand on ajoute un nouvel étage, ou quand on en ferme un malheureusement, eh bien on fait ce qu'il faut pour le café en même temps. On pose des bureaux, on pose une machine à café, les employés arrivent, tout le monde a du café, tout va bien. Alors que l'énorme machine à café industrielle, il aurait fallu la jeter et en prendre une autre encore plus grosse. Et au bout d'un moment, ça ne rentre plus, quoi. Qu'est-ce que c'est une cellule, donc? Une cellule, c'est un sous-élément indépendant et isolé d'une plateforme. Dans mon illustration, c'est un étage autonome, au moins en café. Ça peut être une zone de disponibilité chez votre hébergeur, mettons un data center. Ça peut être une région, un ensemble de data centers qui travaillent ensemble dans un même endroit du monde. Ou ça peut être un déploiement d'une application, à travers plusieurs data centers, à travers plusieurs hébergeurs même, peut-être pour chacun de vos clients. Et les bénéfices d'une architecture cellulaire, ils sont multiples. Le premier, c'est la fiabilité. On va éviter les échecs. Le deuxième, c'est la résilience. On va résister aux échecs, parce qu'on aura un blast radius limité. C'est valable si les cellules partagent peu de dépendances, voire même aucune. Ça permet d'améliorer la scalabilité. On peut créer, supprimer des cellules, y compris automatiquement. Et puis enfin, on facilite la détection d'erreurs. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'une cellule va faire moins de choses, et on aura donc un meilleur ratio signal-bruit. Et puis les autres cellules vont servir de baseline pour comparer. Pour tirer profit de l'architecture cellulaire, on met en place des petites cellules et plus de réplicas, on aura une meilleure résilience. On va déployer des cellules dans des comptes AWS différents, peut-être, pour avoir une très forte isolation entre ces cellules, ou entre des hébergeurs différents. Et puis, surtout, on va effectuer des déploiements applicatifs progressifs, cellule par cellule. On commence à déployer dans une cellule, si on identifie un bug, eh bien on ne déploie pas dans les autres cellules, et on a donc impacté seulement un faible pourcentage de nos utilisateurs. Et oui, c'est quelque chose qui va introduire de la complexité. Si vous voulez mettre en place un dashboard d'agrégation de données réparties sur plusieurs cellules, vous allez suivre une approche scatter-gather.
Vous allez interroger les cellules sur leurs API internes, elles vont tout effectuer leurs calculs localement en parallèle, elles vont retourner les résultats à l'appelant qui va devoir les agréger. Et ce service qui travaille sur les données de plusieurs cellules, eh bien, il vit en dehors des cellules et il interagit avec celles-ci via leurs API. Ce n'est pas dans les cellules. Et puis passons maintenant au quatrième pattern. Et on va parler d'une architecture basée sur des cellules résilientes. Et avant ça, on va parler de deux approches imparfaites. La première, c'est le load balancing, quelque chose qu'on fait assez naturellement. Vous êtes dans une situation où vous avez des clients, en haut, carré, croix, rond, et ainsi de suite, et en bas, vous avez des serveurs, 1, 2, 3, 4. Le load balancing, quand tout va bien, les requêtes sont envoyées à tour de rôle vers les différents serveurs. Et quand tout va bien, eh bien, tout va bien, quoi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, voyons l'approche où certaines choses ne vont plus. Donc on recommence. On envoie des requêtes, elles sont load balancées sur les différents serveurs, et là on suppose que X est toxique. Quand X envoie une requête, X casse un serveur. Pas de chance. On continue à load balancer, et au bout d'un moment on revient sur X. X est toujours toxique. X casse un deuxième serveur. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et puis le load balancing fait que X, qui renvoie une requête, il tombe sur un des deux serveurs encore opérationnels, et il le casse à son tour. Donc là, le load balancing, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les requêtes de tous les clients, il les envoie sur le dernier serveur, qui va peut-être commencer à bien ramer. Et puis de toute façon, il y aura une requête de X qui va arriver à un moment ou à un autre, et le serveur sera de toute façon, à son tour, détruit. Donc en cas de problème, tout s'écroule, et aucun des clients ne sont satisfaits. Un utilisateur toxique a coupé le service pour tous vos clients. Le load balancing, c'est pas génial, quoi. Et quand je parle de clients toxiques ou de requêtes empoisonnées, c'est quelque chose qui arrive. Imaginez par exemple, vous faites des sites en marque blanche, vous en avez des centaines, des milliers, et il y en a un qui se fait attaquer, qui prend un DDoS, ou quelqu'un qui exploite une faille, ou même autre chose, on pourra en parler pendant la journée entière. Ça arrive. Ou même, désolé mais un bug, ça arrive. Imaginez un client qui fait une requête qui déclenche une boucle infinie dans votre compute, vous écroulez votre compute, vous n'avez plus de serveur disponible. Ou alors un client qui fait une requête qui déclenche un bug et vous faites une requête SQL un peu pourrie, vous n'avez plus de base de données. Dommage. Et dans le contexte de la machine à café, ce client toxique ou cette poison pill en anglais, ça existe aussi. Par exemple, c'est le collègue qui verse de la poudre de chocolat dans le réservoir de grains de café. Ça casse la machine à café, il faut faire intervenir un dépanneur. Je le sais parce que ça nous est arrivé. 2 fois. C'est pas de la simulation quand je dis que des fois les machines à café tombent en panne. La deuxième approche imparfaite, c'est le sharding. Donc là, on revoit un petit peu les choses, on a toujours nos clients en haut de l'écran, carré, croix et ainsi de suite, et on a réorganisé nos serveurs de manière, on espère, un petit peu plus intelligente. On a un ensemble de serveurs numéro 1 qui va répondre aux requêtes de carré et de croix, un ensemble de serveurs numéro 2 qui va répondre aux requêtes de rond et triangle, et ainsi de suite. Puis là, on commence à balancer des requêtes. X est toujours toxique, X casse un serveur. On continue, une nouvelle requête de X qui casse un deuxième serveur. Puis on continue, et voilà. Donc là, on a 3 clients qui sont parfaitement satisfaits, très bien. On a X qui n'est pas content, mais en même temps, il n'avait qu'à pas être méchant. Et on a Bleu qui n'a plus de serveur en mesure de répondre à ces requêtes. Bleu n'est plus satisfait, alors que ce n'est pas sa faute. C'est un peu dommage. Donc cette approche aussi, elle n'est pas parfaite. On va dire qu'elle est moins pire, d'une certaine façon. Et la solution, c'est de mettre en place ce qui s'appelle du shuffle sharding. Donc toujours nos clients, des serveurs en bas, et on va affecter nos clients à des cellules, à nouveau. Et on aura 2 réplicas par client. On va faire cette allocation de manière un petit peu plus intelligente. Sur le premier serveur, on aura les clients carré et croix. Sur le deuxième, on aura carré et rond. Sur le troisième, on aura croix et rond, et ainsi de suite. Et comme tout à l'heure, quand tout va bien, on balance les requêtes sur les différents serveurs, et puis tout va bien, quoi. Par contre, quand on arrive dans un cas où certaines choses ne vont plus et que X est toxique, X casse un serveur. C'est la vie. On continue, X, encore lui, casse un deuxième serveur. Et là, on peut continuer à traiter les requêtes de tous les autres clients. X n'est pas satisfait, mais encore une fois, il est méchant, tant pis pour lui, et tous les autres clients sont satisfaits. Ça, c'est plutôt cool. En cas de problème, on a perdu les 2 shards d'un client, mais c'est le seul client qui est impacté à 100%. Les autres clients qui sont un petit peu sur le même shard, carré et rond, sont impactés à 50%.
mais peut-être que 50%, ça suffit quand même pour répondre à pas mal de trafic et avoir des utilisateurs satisfaits. On peut plonger dans des formules mathématiques, nombre de cells, nombre de shards et nombre de combinaisons. Si vous avez 2048 cellules et 4 réplicas, ça fait 730 milliards de combinaisons. Okay. De là, on en déduit l'impact. Donc l'impact, c'est le pourcentage de chances qu'un client B soit totalement impacté si un client A est cassé. Donc en gros, c'est le pourcentage de chances que B soit totalement sur les mêmes cellules que A. Si vous avez 6 cellules de shard, 6%. Si vous avez 2048 cellules et 4 réplicas, 0, plein de 0% que B soit totalement impacté quand A est cassé. Et pour que ça marche, il faut faire des retries. Et on va mettre en place n+1 réplicas que le nombre d'essais qu'on est prêt à effectuer. Et ce nombre d'essais qu'on est prêt à effectuer, il correspond à la latence maximale qu'on tolère, la somme des latences de chaque tentative. Si on tolère jusqu'à 3 retries, on mettra au moins 4 réplicas par client. Et dans la vraie vie, AWS vous dit, dans sa Builders Library, il y a des articles géniaux là-dedans, il vous dit, le shuffle sharding, c'est quelque chose de simple, mais très puissant, qui est devenu un des patterns vraiment centraux, qui nous permettent de déployer pour nos clients des architectures qui se comportent comme du dédié, alors qu'en réalité, c'est mutualisé. Et ils font ça par exemple sur Route 53, c'est aussi un service où ils ont communiqué. 2048 serveurs, chaque domaine est assigné à un shard de 4 serveurs, ce qui fait les 730 milliards de combinaisons, la formule de tout à l'heure, et aucun domaine ne partage jamais plus de 2 serveurs avec un autre domaine. Si un domaine se fait attaquer et tombe ces 4 serveurs, votre domaine à vous, au maximum, a perdu la moitié de sa capacité. Et bien sûr, il y a des mécanismes de récupération automatique. Et je l'admets, il est difficile de choisir la clé de sharding. Elle va dépendre énormément de ce que fait votre plateforme. Rappelez-vous que l'objectif, c'est de découper, d'isoler, de séparer. Et l'isolation par utilisateur, c'est assez souvent l'idéal, des fois compliqué. Si vous faites de la marque blanche, ce genre de choses, du SaaS, l'isolation par client, c'est une très bonne première idée. Déployez votre marque blanche pour chacun de vos clients. S'il y en a un qui pète, les autres continuent à fonctionner. Vous allez vous trouver sur des problématiques un peu fun, genre ça coûte un peu cher de faire ça, donc vous allez vouloir regrouper plusieurs petits clients sur une même cellule, c'est pas très compliqué. Et un jour, je vous le souhaite, vous aurez un énorme client qui ne tient pas sur une seule cellule, et ce gros client, il faudra réussir à l'étaler sur plusieurs cellules. Moins facile. Je vous souhaite d'avoir cette problématique. On approche des 40 minutes, donc il est temps de commencer à conclure. Et je voudrais commencer, ou terminer, par citer 2 autres de nos valeurs. Nous travaillons dur et nous sommes persévérants, notamment dans des situations difficiles. Et les petits trucs ou les solutions à usage unique ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu des choses un petit peu avancées. La résilience applicative, c'est un gros sujet, si vous en avez besoin, bien sûr. Et ça a des impacts parfois conséquents sur l'architecture applicative. C'est pas juste changer un timeout, quoi. Et notez, s'il vous plaît, que le besoin que nos applications répondent aux attentes de leurs utilisateurs, ce n'est pas un truc de l'infra, comme je l'ai parfois entendu. Et je ne sais pas vraiment si j'ai le droit d'oser citer Kennedy, mais j'aime beaucoup ce passage, qui est très légèrement retouché. Et sans moindre doute, maintenant, c'est à vous de jouer et de travailler, et vous aurez besoin de café. Et si vous voulez avoir une petite idée pour commencer lundi, en sortant de cette salle, partir en week-end et revenir lundi au bureau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer? Eh bien, dans votre processus de résolution d'incidents, chaque fois qu'il y a un truc qui pète en prod, vous pourriez, et c'est une idée qui vient d'un article de blog d'Amazon où ils ont commencé à faire ça il y a pas mal d'années, vous pourriez prendre l'habitude de vous demander, à chaque fois que vous résolvez un incident, comment pourrions-nous diviser par 2 le blast radius d'un incident similaire? C'est une petite question simple, qui demande parfois beaucoup de réflexion, mais c'est un bon premier pas pour améliorer la résilience de vos applications. Je m'appelle Pascal Martin, j'ai pendant longtemps été développeur avec PHP, avec son écosystème, j'ai été lead DevOps, je suis désormais principal engineer chez Bedrock, je suis aussi AWS Hero. Vous avez mes informations de contact à l'écran, pascal-martin.fr. Et puis je vais laisser la place au prochain speaker, c'est même au pluriel. Et un truc qui est super cool quand on est speaker et qu'on est un petit peu réservé comme moi, c'est que c'est à vous, membres du public, de faire le premier pas. Donc je vous invite à venir discuter, pas maintenant parce que la pause est très courte, mais ce soir, je serai très certainement là au premier rang à la fin des conférences, ou demain, quand vous me croisez, c'est à vous de faire le premier pas. Merci beaucoup.
plus.